Ariane Denis, vous êtes juriste, spécialiste de droit européen, professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles et évidemment membre de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique. Alors, on a beaucoup parlé d'Europe dans cette gestion de la crise et de la pandémie. La première question qu'on est en droit de se poser, c'est celle des limites des compétences de l'Union européenne en la matière. Effectivement, cette question est essentielle car pour évaluer l'action de l'Union face à la pandémie, il convient de s'intéresser aux compétences de l'Union pour déterminer ce que l'Union peut et ne peut pas faire lorsqu'elle se retrouve confrontée à une crise sanitaire de cette ampleur. Et à cet égard, il faut immédiatement rappeler que les compétences de l'Union sont régies par un principe fondamental qui est dit le principe de l'attribution des compétences, en vertu duquel l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées. Et j'insiste même sur « que », donc c'est vraiment très limitatif. Or, la protection et l'amélioration de la santé humaine font partie des domaines dans lesquels, en vertu des traités, l'Union dispose seulement d'une compétence pour mener des actions, pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leurs compétences en la matière. Dès lors, le principe est que la santé humaine relève de la compétence exclusive des États membres. Et en particulier, l'Union ne peut pas adopter de directives d'harmonisation des législations, sauf dans certains domaines qui sont qualifiés par le traité d'enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, où l'Union dispose d'une compétence partagée. Ces principes sont réaffirmés et précisés dans l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, spécifiquement consacré à la santé publique. Il réaffirme que l'action de l'Union complète les politiques nationales, que l'Union encourage la coopération entre les États membres et appuie si nécessaire leur action. Les États membres sont simplement invités à se coordonner entre eux en consultation avec la Commission, qui peut prendre toute initiative utile pour promouvoir celle-ci. Alors, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, qui permettent une action plus complète de l'Union, ont été limités à 3 hypothèses. Les mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang, des mesures dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire ayant pour objet la protection de la santé publique. On voit là immédiatement la réaction à 2 grandes crises qu'on a connues plus avant, à savoir la crise du sang contaminé ou la crise de la vache folle, et également des mesures fixant des normes élevées de sécurité et de qualité pour les médicaments et dispositifs à usage médical. Il est important de souligner que lors du traité constitutionnel de 2004, qui a été abandonné suite à l'échec des référendums en France et aux Pays-Bas, le traité constitutionnel avait prévu une 4e catégorie de mesures entrant dans les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique qui concernait précisément la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. Malheureusement, on va bien le dire maintenant, suite à l'échec du traité constitutionnel, ces mesures ont été retirées de cette liste à la demande expresse du Danemark. Désormais, elles sont simplement évoquées au paragraphe 5 de l'article 168 qui prévoit, quant à lui, explicitement que ces mesures ne pourront en aucun cas consister en une harmonisation des législations des États membres. Si je vous comprends bien, on parle beaucoup d'Europe, on attend beaucoup de l'Europe, mais finalement, la marge de manœuvre de l'Union européenne est assez réduite. En effet, parce que on doit bien constater que la Commission a, depuis le mois de mars, multiplié les communications, lignes directrices, feuilles de route, orientations, recommandations à destination des États membres. À titre d'exemple, je citerai l'amélioration de l'efficacité de l'approvisionnement en médicaments pour éviter les pénuries,
les tests diagnostiques et leur performance, l'utilisation des tests rapides antigéniques, la protection des travailleurs saisonniers dans l'Union, la levée progressive des mesures destinées à contenir la propagation du Covid-19, ou encore tout récemment, les priorités dans les stratégies de vaccination ou les mesures que les États pourraient envisager d'intégrer lors de l'élaboration des stratégies nationales en vue d'une gestion plus durable de la pandémie de Covid-19. On remarquera la prudence des termes et force est de constater que les États membres n'ont, pour ainsi dire, pas suivi les recommandations contenues dans ces instruments non contraignants, pas plus qu'ils n'ont écouté les appels à la coordination de la Commission. Les États membres ne se sont pas mis d'accord ni sur les mesures sanitaires à prendre, ni sur leur rythme de mise en place ou de retrait en fonction de la progression ou de la régression de l'épidémie. Cela est particulièrement vrai pour les interventions dites non pharmaceutiques destinées à limiter la propagation du virus. Et il est incontestable que ce manque de coordination a créé de la confusion et de la frustration, a occasionné des risques de distorsion de concurrence entre entreprises des différents États membres et a certainement porté atteinte à l'efficacité des mesures adoptées. La Commission l'a d'ailleurs reconnu elle-même, affirmant qu'il ressortait de l'expérience acquise durant cette crise qu'il serait nécessaire de prendre de nouvelles mesures fermes à l'échelle de l'Union pour soutenir la coopération et la coordination entre les États membres, pour améliorer la prévention des maladies humaines graves et la lutte contre leur propagation au-delà des frontières. Mais toute avancée de l'Europe, si je vous comprends bien, devrait déboucher sur une révision des traités. On ne va pas aller au-delà sans revoir les traités. Vous avez tout à fait raison, dès lors que le principal problème, dans l'état actuel des compétences de l'Union, est que la Commission peut simplement inviter les États membres à coordonner leurs mesures, formuler des recommandations, mais que les 27 ne sont aucunement obligés de suivre et que, en cas d'insuffisance de la coordination, l'Union n'est pas compétente pour adopter elle-même des mesures communes en vue de la protection de la santé publique. Marianne Denis, cette période de pandémie a mis particulièrement à l'épreuve la solidarité au sein de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'on peut dire du parcours de l'Europe à travers cette pandémie? Eh bien, c'est exact que la solidarité a été mise à l'épreuve et ça a d'abord été le cas incontestablement au plan sanitaire. Personne n'a oublié que lors des premières semaines de la crise, l'Italie, qui a été frappée la première et avec une intensité toute particulière, a été bien isolée, fort isolée, et qu'elle a manqué cruellement de l'aide, tant de l'Union que de ses partenaires européens. Et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne a tenu en avril à lui présenter ses excuses. Cependant, après ces premières semaines de flottement, on doit constater qu'une réaction commune s'est mise en place. Ainsi, le 19 mars 2020, la Commission a créé, dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union, une réserve stratégique européenne de matériel médical, et notamment de respirateurs, de masques de protection, qui peut être distribué dans toute l'Union européenne, ainsi que dans les pays partenaires en cas d'urgence médicale. Et elle a mis en œuvre déjà à ce moment-là la première ébauche de passation commune de contrats relatifs à ces dispositifs. La Commission a aussi essayé de favoriser la coopération transfrontalière en matière de soins de santé en facilitant le traitement transfrontalier des patients et le déploiement du personnel médical. Enfin, on ne peut pas passer sous silence, où le point le plus important est sans doute la stratégie européenne pour la vaccination, dont l'objectif est d'accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins dans toute l'Union européenne, afin de garantir à tous dans l'Union un accès équitable aux vaccins et aussi de contribuer
à assurer le déploiement du vaccin dans le monde entier. Cette stratégie repose sur deux axes. Le premier est le recours à une procédure de passation centralisée au niveau de l'Union européenne avec un préfinancement européen. Le second est un assouplissement du cadre réglementaire de l'Union pour accélérer, dans le respect de normes de qualité, d'innocuité et d'efficacité, la mise au point, l'autorisation et la disponibilité de vaccins. À ce titre, je voudrais par exemple signaler que la mise au point de vaccins à ARN messager, les vaccins de Pfizer et de Moderna, a été rendue possible dans l'Union européenne grâce à l'adoption d'un règlement spécifique qui concernait l'utilisation de médicaments ou autres dispositifs à base d'organismes génétiquement modifiés. Marianne Denis, vous parlez des vaccins, mais tout récemment, depuis quelques semaines, disons, l'Union européenne et singulièrement sa présidente, Ursula von der Leyen, sont soumis à une forte critique sur la gouvernance, sur la manière d'apporter des vaccins à l'Europe avec des comparaisons vers Israël, vers les États-Unis, vers la Grande-Bretagne, tout récemment sortie de l'Union européenne, et il y a là probablement aussi un enjeu interne au Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces critiques? Quel est votre avis? Eh bien, tout d'abord, on peut effectivement regretter que cette stratégie n'ait été adoptée qu'en juin 2020, à un moment où plusieurs autres pays, notamment les États-Unis, s'étaient déjà positionnés vis-à-vis des fabricants et s'étaient ainsi assuré un approvisionnement privilégié. Mais à cet égard, je voudrais relever que c'est déjà début mai 2020 que la Commission a saisi les États membres de cette proposition, sans succès. Et il a fallu que 4 États membres, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, annoncent une initiative commune en dehors des autres États, choisissant de faire cavalier seul début juin, pour que puisse enfin émerger une approche européenne commune. Ensuite, je crois que personne ne peut nier que la gestion de cette opération, qui est une opération sans précédent, pour laquelle sans doute la Commission n'avait pas une très grande expérience, n'a pas été parfaite. Je voudrais ajouter à cet égard que la négociation n'a pas été menée par la Commission, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais a été menée par des groupes d'États, en particulier ces 4 premiers États qui avaient pris l'initiative. Donc, attaquer la Commission est peut-être une cible relativement facile. Mais à cet égard, sans doute que les procédures de précommande auraient pu être accélérées. La Commission a peut-être fait preuve d'une certaine naïveté en essayant de négocier des concessions en termes de prix et de responsabilité de la part des entreprises pharmaceutiques, ce qui a retardé les négociations, là où d'autres pays ont accepté sans discuter les conditions de ces dernières. Elle a sans doute aussi eu une trop grande confiance dans les capacités de ces entreprises à produire en masse des vaccins. L'Union paye sans doute aussi son retard et le déplacement massif des entreprises pharmaceutiques en dehors du sol européen, ce qui met à mal son indépendance. On voit ici, en termes de vaccins, ce qui s'est passé au début de la crise en termes de masques. L'Union européenne n'a plus la maîtrise totale de secteurs qui sont pourtant essentiels pour sa santé. Par contre, je suis absolument convaincu que le choix qui a été fait de centraliser la commande ne peut pas être critiqué, parce que je suis persuadée que ce choix a permis d'éviter une situation injuste dans laquelle quelques grands pays européens, et je rappellerai que l'initiative initiale venait de pays comme la France et l'Allemagne ou l'Italie, a sans doute permis d'éviter une situation injuste dans laquelle ces grands pays auraient pu profiter de leur puissance pour s'octroyer un maximum de vaccins disponibles au détriment des autres. Et je me demande toujours quelle serait la situation de la Belgique si elle n'avait pas pu bénéficier de ces commandes groupées. Quant à la question de savoir si l'Union a trop tardé à autoriser la mise sur le marché des premiers vaccins, le faisant après les autres, j'aurais une opinion assez nuancée.
D'abord, je rappellerai qu'on est passé d'une autorisation en quelques années à une autorisation en quelques mois. Et ensuite, il faut rappeler que, tout particulièrement en Europe, il existe une proportion non négligeable de citoyens qui expriment une très grande méfiance encore actuellement vis-à-vis de ces nouveaux vaccins et qui refusent de servir de cobaye pour des vaccins qu'ils considèrent avoir été élaborés à la hâte. Donc, une certaine prudence pouvait sans doute s'expliquer. A-t-elle été trop importante? Ça, je n'ai pas les éléments pour y répondre. Alors ça, c'est le volet sanitaire que vous avez bien détaillé, mais il y a aussi, et il y a une grande visibilité sur cet aspect-là, il y a aussi le volet économique. On parle beaucoup de l'Europe dans le soutien à l'économie. Qu'en est-il? C'est sans doute dans ce domaine-là que l'Union européenne, faute de pouvoir agir sur le plan sanitaire, s'est montrée le plus active. Dès la fin du mois de mars, il a été décidé que tous les moyens disponibles sur les fonds structurels européens pouvaient être mobilisés pour financer des investissements, notamment dans les systèmes de soins de santé des États membres ou d'autres secteurs de l'économie en réaction à la pandémie. La Commission européenne a aussi autorisé en urgence les États membres à accorder des aides d'État, alors qu'habituellement, elle est très frileuse dans ce domaine. De la même manière, le Conseil a donné son feu vert à l'activation d'une clause dérogatoire permettant à tous les États membres de la zone euro de dévier des trajectoires budgétaires qui avaient été acceptées auparavant. Puis, de nouveaux plans sont apparus. Le premier a été adopté en mai et est un soutien temporaire à l'atténuation du chômage. Il est connu sous le nom anglais de SURE. En fait, ce programme a un objectif limité, puisqu'il s'agit d'accorder une assistance financière aux États sous forme de prêts, et spécifiquement pour les aider à contribuer aux coûts directement liés à la mise en place ou au développement de programmes de chômage partiel pour les travailleurs salariés et de programmes équivalents pour les travailleurs indépendants. Il y a aussi eu des dispositifs d'aide aux PME par la Banque centrale européenne et le mécanisme européen de stabilité a été autorisé à accorder des aides aux États dont le budget était en difficulté. Le plus important, évidemment, est le fameux plan de relance à long terme, Next Generation UE, qui a été adopté par le Conseil et le Parlement européen le 21 décembre dernier. Et qu'en est-il de ce plan de relance, d'ailleurs sur le long terme, qui a été adopté en décembre 2020, Next Generation EU, pour soutenir l'économie des États? C'est un plan qui est un plan très important, puisque d'une part, il ne se limite pas à tenter d'atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie, mais il vise de manière plus ambitieuse à rendre les économies et sociétés européennes plus durables et mieux préparées aux défis posés par la transition écologique et numérique. On retrouve donc là un lien direct avec les grandes priorités de la Commission européenne de Mme von der Leyen. Ce plan présente un caractère très exceptionnel et très novateur par trois éléments. Tout d'abord, son ampleur, 750 milliards d'euros. C'est considérable, surtout si on y ajoute les 1000 milliards d'euros du cadre financier pluriannuel. Ensuite, le fait que plus de la moitié de ce montant seront consacrés non plus à des prêts, comme ça se faisait par le passé, mais à des subventions non remboursables aux États membres. Alors, on sait que l'ambition de la Commission était encore plus importante, que certains États ont freiné, mais le principe est consacré. Troisième élément, le mode de financement. En effet, ce plan est financé par des emprunts de l'Union européenne sur les marchés des capitaux garantis par les États membres. Et donc, pour la toute première fois, les États membres ont accepté de s'endetter en commun,
Le Covid-19 a ainsi permis de faire sauter un tabou hautement symbolique. Néanmoins, je terminerai en disant qu'il faut quand même se garder notre grand optimisme. Tout d'abord, la pièce maîtresse de tout ce mécanisme, à savoir le nouveau programme européen intitulé « Facilité pour la reprise et la résilience », n'a toujours pas été adopté et le Parlement européen et le Conseil ont un certain nombre de désaccords quant au contenu et aux modalités pratiques de ce plan. Et puis, il faut rappeler que ce plan sera possible à condition que tous les États membres approuvent la nouvelle décision sur les ressources propres, que donc tous les parlements nationaux ou régionaux, par exemple en Belgique, approuvent cette décision. Et là, étant donné les réticences qu'on a vues apparaître dans certains États membres, il y a un risque que les débats ressurgissent au sein de parlements nationaux et que donc cette possibilité pour la Commission de recourir à l'emprunt soit retardée de quelques mois. On va espérer que tout sera quand même terminé dans le courant de cette année 2021. Mariam Denis, merci beaucoup.